Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Nous rencontrons pour vous les entreprises qui fabriquent, formulent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques pour une parfaite transparence du secteur et une meilleure compréhension de ce que vous consommez. Et puis cela vous donne également l'occasion de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. L'émission d'aujourd'hui est consacrée au pollen, petite merveille de la nature et magnifique allié pour l'organisme. Nous en parlons avec Fabienne Veloso, conseillère en apithérapie pour le laboratoire Pôle Énergie. Bonjour Fabienne. Bonjour. Avec nous également pour échanger sur le sujet, Kelly Bitan, docteur en pharmacie à Paris dans le 10e. Bonjour Kelly. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots Fabienne sur le laboratoire Pôle Énergie spécialisé dans les produits de la ruche. Oui, alors Pôle Énergie existe sous la forme de SARL depuis 1998. Nous avons fêté largement nos 20 ans. Et donc on est basé dans le Lot-et-Garonne. On s'est construit en fait autour d'un procédé breveté pour la conservation des pollens à l'état frais. Et depuis, notre activité s'est déployée aussi beaucoup sur la propolis. Notre particularité, un petit peu notre ADN, c'est certes de faire des produits de la ruche, mais on amène une attention toute particulière sur l'origine botanique ou florale, en fait, de ces matières premières pour mieux les caractériser et apporter vraiment un conseil plus spécifique au consommateur. Voilà, pour lui trouver en fait ce qui lui convient le mieux par rapport à ses préoccupations du moment. Donc chez Pôle Énergie, on ne produit pas directement les matières premières, on achète auprès d'apiculteurs et ensuite on fait tout un travail en fait de transformation sur place et on commercialise en vente directe via aussi notre site web et puis aussi à travers le réseau de magasins bio. Bien, alors Fabienne, première question pour démarrer cette émission tranquillement mais sur de bonnes bases. Redéfinissez ce qu'est le pollen. Le pollen provient donc des plantes, c'est la semence mâle des fleurs. Et donc le pollen en fait va porter les gamètes mâles, voilà, pour qu'il y ait reproduction. Donc et ça va intéresser plus particulièrement pour le pollen entomophile, donc transporté par les insectes. Ces insectes vont être intéressés par ce pollen pour sa richesse en protéines. Et c'est grâce à ça en fait que les abeilles donc le récoltent et qu'on peut après du coup nous en bénéficier. En plus des apports nutritionnels aussi amenés par les abeilles, donc ce qui en fait un complexe très dense, très intéressant, très nutritif. Et donc pour les organismes humains, ça va jouer un tas de fonctions en fait de rééquilibrage, donc de nutrition, de prévention. Alors on va en détailler les vertus plus avant dans cette émission, mais on ne parle pas là du pollen auquel on est allergique. Oh non, on ne parle pas de ce pollen-là. C'est vrai que c'est important de le préciser en fait, parce que il y a beaucoup de conifères, de graminées qui libèrent un pollen en fait dans l'atmosphère en très grande quantité. C'est un pollen transporté par le vent. On parle de pollen entomophile. Et ce pollen a la particularité d'être vraiment tout petit en fait. Ce sont des tout petits grains de pollen très très nombreux dans l'atmosphère et qui pénètrent très facilement les voies respiratoires et qui sur des muqueuses un petit peu abîmées effectivement peuvent provoquer des rhumes des foins, des rhinites allergiques. Voilà. Les insectes ne s'intéressent pas à ces pollens qui n'ont pas d'intérêt nutritif. Voilà. D'accord, ça nous donc rassure. C'est vrai. Ouais, voilà. Donc après, voyez, la plupart des plantes à fleurs ensuite qui ont choisi un mode de reproduction, un mode de pollinisation via les insectes, produisent au contraire un pollen beaucoup plus lourd, beaucoup plus collant, voilà, mais qui finalement est très riche en protéines végétales, ce qui va être très attractif pour les insectes et elle va aussi le doter de beaucoup d'autres nutriments, justement, la plante, pour qu'il puisse amener à bien, en fait, sa mission de fécondation. Mais seulement, vous voyez, le pollen de graminées ou le pollen de conifères peut être plus largement diffusé dans l'atmosphère et être ensuite tombé sur des fleurs et les abeilles peuvent en recueillir en fait. C'est pas délibéré de leur part, mais les pelotes de pollen peuvent la contenir. D'où l'intérêt quand on sait qu'il y a une personne qui est très allergique, par exemple au pollen de graminées, mais qui a tout de même envie de bénéficier des bienfaits du pollen alimentaire. À ce moment-là, on va l'orienter plutôt vers un pollen très monofloral, comme le pollen de cyste. On va voir que ce pollen a aussi un grand intérêt pour tout ce qui est flore intestinale et pour diminuer les états inflammatoires, ce qui peut même en faire un allié pour la désensibilisation. Donc tout l'intérêt d'aller plus loin justement dans la caractérisation des pollens pour mieux
comprendre leur personnalité. D'accord, Fabienne, merci beaucoup. Alors effectivement, on distingue pardon, le pollen graminé et le pollen voilà, pollen alimentaire. Ok. Voilà, et oui, tout à fait. Et dans le pollen alimentaire, donc il y a plein de types de pollen, et c'est pourquoi cette émission elle est très intéressante, parce que je ne sais pas si nos auditeurs sont au courant, mais j'imagine qu'ils sont un petit peu comme moi, néophytes, et que quand on entend le terme pollen, premièrement on pense aux allergies, on pense aussi aux abeilles, et justement les abeilles qui récoltent ce pollen, vous avez dit les insectes, vous n'avez pas dit les abeilles, ça veut dire qu'il y a d'autres insectes aussi qui récoltent du pollen? Oui, effectivement. Alors les abeilles constituent la majorité en fait des insectes pollinisateurs, mais j'aime bien parler aussi des autres insectes. Il y a les coléoptères, il y a les papillons, voilà, qui peuvent aussi venir butiner et transporter en fait ce pollen. C'est pour ça que puis il y a tout ce qui est les abeilles aussi qui ne font pas forcément du miel, qui sont des abeilles plutôt solitaires, mais qui constituent la majorité des espèces dans nos écosystèmes. Et bien qu'elles ne produisent pas pour les hommes, elles sont tout aussi importantes pour les écosystèmes. Donc c'est pour ça que j'aime bien insister et parler plus largement des insectes, même si celui qui nous intéresse ensuite chez Pollenergie, c'est vraiment celui recueilli par Apis mellifera, l'abeille mellifère. Voilà. D'accord, effectivement, vous avez raison de penser globalement et à l'écosystème dans son intégralité. Oui. Expliquez-nous comment se passe la récolte justement de ce pollen. Alors, la récolte se fait par l'abeille, et comment vous le récupérez? Expliquez-nous un peu le processus de transformation, et ça donnera aussi l'occasion de parler de ce brevet que vous avez mentionné en introduction. D'accord. Donc, en fait, les abeilles vont chercher le pollen pour ensuite, normalement, elles devraient le rentrer dans la ruche et l'établir tout autour du couvain pour nourrir les larves, voilà, pour qu'elles puissent bien grandir. Donc, l'apiculteur, en fait, il va capter le pollen avant qu'il soit stocké justement autour du couvain. Donc, quand il va décider de faire le choix de cette production, il va disposer en façade des ruches un système de grilles et de trappes pour capter le pollen. Alors, ce sont des grilles plastiques inoffensives. Les abeilles se contorsionnent, elles passent à travers ces grilles et laissent échapper une partie de leur butin. Bien sûr, on ne prend pas tout le pollen, évidemment, puisqu'il en faut aussi pour que le couvain puisse se développer correctement. Et donc, ces pelotes, en fait, qui sont détachées des corbeilles à pollen des abeilles, tombent dans une trappe, et le contenu de cette trappe est récolté toutes les 48 heures. Alors on insiste, on fait vraiment un travail c'est vraiment un travail de proximité avec nos producteurs, puisque le pollen est un aliment très instable quand il est sans protection. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, si on laisse du pollen comme ça, rapidement on va voir se développer des levures, des moisissures qui vont rendre le pollen impropre à la consommation. C'est pour ça que systématiquement, le pollen était séché par les apiculteurs pour pouvoir être stocké en bocal et pouvoir être vendu. Donc en fait, nous, à l'origine, notre fondateur, c'est Patrice Percy-Ducerre, qui était lui-même apiculteur, qui a plutôt un instinct de chercheur, un peu de révolutionnaire aussi, parce que il s'est dit, mais quel dommage que ce pollen soit systématiquement séché, alors que le pollen à l'état frais présente une bien plus grande densité nutritionnelle, une meilleure biodisponibilité, et donc son ambition, ça a vraiment été de trouver justement le procédé breveté qui consiste en fait à la congélation du pollen, à sa mise sous atmosphère contrôlée pour qu'il puisse voyager à température ambiante sans être dégradé. Donc nous, en fait, les apiculteurs, dès qu'ils le récoltent, donc toutes les 48 heures en période de floraison, des floraisons qui les intéressent, et voilà, des principales origines monoflorales que l'on commercialise. Donc, ils vont prélever le contenu du tiroir et le mettre aussitôt en congélation. Ensuite, il va être acheminé en transport en froid négatif chez Pollenergie, où là aussi, il est stocké en chambre froide. Et ensuite, on va le conditionner en barquette sous atmosphère contrôlée, ce qui va nous permettre en fait de le faire voyager jusqu'à 7 jours à température ambiante pour qu'ils puissent, on envoie à l'autre bout de la France. Généralement, c'est dans délai de colissimo tout à fait raisonnable, c'est 2-3 jours. Même pour les magasins, c'est envoyé tel quel en fait. Et l'atmosphère contrôlée permet de prendre le relais du froid négatif pendant ce transport et va stabiliser le pollen. Et ensuite, en fait, c'est très simple. Les gens, une fois qu'ils ont pris leur pollen, alors en magasin, bien sûr, il est remis ensuite en congélation ou même en pharmacie. Il y a des petits congélateurs, qui s'adaptent très bien aux surfaces d'exposition. Et donc ensuite, les gens achètent le pollen et ils le stockent chez eux au congélateur. Voilà, c'est important en fait. Il faut vraiment qu'il y ait le froid pour venir
endormir un petit peu l'activité de ces micronutriments vivants qui font pourtant toute la force du pollen. Voilà. Il faut les préserver, si vous voulez, mais si on les laisse se développer comme ça sans protection, là par contre, ça va gâter le produit. Vous, Kelly, est-ce que vous connaissiez ce procédé de pollen frais ? Non, du tout. Moi, j'ai surtout du pollen sec, en fait, en bocaux. Ce procédé de congélation afin de garantir une meilleure stabilité et surtout le maximum de nutriments et de ferments lactiques vivants au sein du pollen, dont je connaissais pas du tout. Alors là, on touche un point extrêmement important, puisque Fabienne, on le sait, en termes de pollen, il y a beaucoup de formes sèches qui se vendent, la plupart d'ailleurs, et vous nous dites finalement que seul le pollen sous forme fraîche garantit un apport nutritionnel optimal, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. On s'est rendu compte, si vous voulez, vraiment que le séchage provoquait en fait la disparition de tout ce qui faisait du pollen un aliment vivant. Et pour autant, on peut dire que le pollen est un super aliment vivant, porteur de vie par excellence, quoi. On peut pas plus aliment vivant. Et donc, ça suppose, en fait, il contient des enzymes. On pourrait parler du tronc nutritionnel commun des pollens, mais en tout cas, toutes ces parties sensibles, les enzymes, les lactoferments emmenés par les abeilles, qui ont vraiment un impact très, très puissant, notamment sur la flore intestinale, sont détruits lors du séchage. Il y a aussi le fait que le séchage, en fait, va durcir les fibres de la coque du pollen et le rendre beaucoup moins biodisponible. Le pollen frais, en fait, par simple choc osmotique à l'intérieur de l'organisme, va libérer tout son contenu sans aucune contrainte. Voilà. Et on va pouvoir vraiment bénéficier de tout son potentiel vivant. D'accord. Kelly, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est surtout, moi, je suis dubitative du coup par rapport aux formes sèches. Est-ce que vous connaissez ce qu'il en reste sur une forme sèche ? Qu'est-ce qui reste de nutriments ? Qu'est-ce qui peut rester d'oligo-éléments ? Qu'est-ce qui peut rester de ferments intéressants pour la santé dans ce cas-là ? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi de référencer maintenant du pollen sous forme sèche du coup ? Le pollen sec, en fait, il va rester des protéines, des minéraux, un petit peu de substances antioxydantes, mais beaucoup moins que dans la forme crue du pollen, puisque même en fait le stockage sans protection dans un bocal en verre transparent va venir aussi détruire petit à petit les antioxydants. Il y a beaucoup des vitamines sensibles à la chaleur qui disparaissent. Donc mon propos, c'est pas du tout de dénoncer ce produit, bien qu'il faille le comparer aussi par rapport au nôtre, parce que les apiculteurs font avec le procédé qu'ils peuvent maîtriser, si vous voulez. Mais c'est vrai que l'intérêt nutritionnel du pollen préservé à l'état frais est nettement supérieur. Et non seulement en termes de densité nutritionnelle, mais aussi pour les qualités organoleptiques. Il y a beaucoup de personnes, quand elles repensent au pollen sec qu'elles consomment, en fait, elles disent souvent que ça a un arrière-goût de foin, c'est pas très agréable. Le pollen frais, ça peut être un véritable régal, même si au départ ça peut surprendre. C'est des goûts de fleurs assez inédits, mais vraiment c'est fondant, c'est très très agréable en bouche. Et on peut du coup même l'utiliser dans différentes recettes, et l'associer à des fruits, à des compotes, à des mueslis. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement agréable. C'est fondant, c'est craquant. Oui, c'est le pollen sec qui est craquant, pas le frais. J'ai pas pu résister. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Alors, vous, Kelly, en tant que docteur en pharmacie, est-ce que vous avez noté une augmentation de la demande du pollen ? Et est-ce que les gens qui viennent vous en demander demandent du conseil, ou est-ce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent et sous quelle forme ? Oui, tout à fait. Alors dans notre officine, on est très axé naturopathie, phytothérapie. Donc c'est vrai qu'on est assez connu dans le quartier pour ça. Donc on a des demandes spontanées, tout à fait, de la part de personnes qui veulent faire une cure de pollen 2 ou 3 fois dans l'année. D'autres demandent aussi de produits de la ruche régulièrement. Mais après, c'est vrai que le pollen est très très intéressant, comme vous l'avez dit, c'est un super aliment qui contient énormément de vitamines, d'oligo-éléments et surtout des probiotiques. Donc il y a très peu de produits sur le marché qui combinent tout ça dans en une seule forme. Donc ça peut être très intéressant de conseiller ce produit ponctuellement plusieurs fois dans l'année afin de faire des cures et d'autant plus que maintenant on dispose d'une forme fraîche qui allie tous ces bienfaits. Donc c'est vraiment très intéressant à savoir, c'est très intéressant à
connaître, et on peut vraiment en faire quelque chose en officine. Pour axer notre conseil dessus, tout à fait. Merci beaucoup Kelly. Alors Fabienne, justement ce pollen frais, vous dites qu'il se conserve après au froid, donc dans un frigo, mais du coup ça veut dire que la plupart des pharmacies ou des magasins, on ne le voit pas en rayon, ce pollen que vous proposez, il est dans l'arrière-boutique ou comment ça se passe? Alors il est au congélateur. Et c'est vrai que ce procédé fait toute sa force, mais aussi un petit peu sa faiblesse, parce que du coup ça le rend moins visible. Et dans les magasins bio, on va le trouver au rayon congélation. Donc ça peut être assez hétéroclite, hein. Il peut être à côté des pizzas, dans le meilleur des cas, des fruits surgelés, voilà, des glaces. Donc c'est vrai qu'on ne s'y attend pas forcément, ça ne va pas jouer en sa faveur par rapport à son exposition, mais c'est bien là qu'il faut le chercher. Et si je peux juste me permettre de revenir sur vous savez, il y a un tronc nutritionnel commun à tous les pollens qu'on peut décrypter en quelques mots. Tous les pollens sont riches en protéines, en fait, en protéines végétales. On a notamment notre pollen d'aubépine qui contient jusqu'à 24% de protéines végétales. Un grand intérêt aussi des pollens, c'est de contenir tous les acides aminés essentiels, et la consommation quotidienne de pollen va contribuer à apporter en fait des protéines complètes à l'organisme. Il n'est pas limitant en termes d'apport comme peuvent l'être les légumineuses ou les céréales. Il contient également beaucoup d'antioxydants. Ça, c'est vraiment le potentiel antioxydant des pollens, c'est quelque chose d'assez fantastique, et ce qui explique en fait la puissance des pollens, leur puissance d'action en prévention de beaucoup de maladies liées au vieillissement de l'organisme. Fabienne, avec vous, je ne contrôle plus rien. Autant vous dire la vérité. À chaque fois, je me fais déborder par les ailes. Je prévois un enchaînement sur une question, mais vous repartez. Alors, calmez-vous, Fabienne, s'il vous plaît. Fabienne, calmez-vous. Non, mais on sent la vraie passion de Fabienne pour son produit, et je trouve ça génial. Mais là, inarrêtable. J'ai envie de le conseiller tout de suite aux personnes qui rentrent, parce que vraiment, on sent la passion derrière. Alors, attendez, j'essaie de reprendre un petit peu les manettes, si je puis dire, mais quand même, permettez-moi de revenir. Alors, on va aborder dans un instant les vertus du pollen, et vous allez pouvoir, avec Kelly, discuter là-dessus et puis échanger. Mais quand même, et Kelly, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais Fabienne, on trouve votre pollen frais qui a une richesse nutritionnelle, qui est une espèce de petit bijou, et on le trouve entre un paquet de pizzas surgelées et des frites surgelées. Non mais Fabienne, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez, Kelly ? Ça pose question, mais moi je trouve que ça peut aussi être le point de départ à une vraie discussion, sachant que c'est un conseil, le pollen ça reste un conseil d'un professionnel. Il y a des demandes spontanées, mais on peut tout à fait le conseiller, donc c'est vraiment un point de départ aussi à la discussion. Moi je suis consommateur, je vais dans une boutique bio effectivement, mais je trouve du pollen entre la pizza surgelée, le pain surgelé, à la rigueur je n'y prête même pas forcément attention, et je l'associe au contraire à ce qu'il y a à côté. Donc quelque part ça joue vraiment en sa défaveur, et si je ne connais pas le pollen, c'est pas ça qui va me faire m'y intéresser. Donc effectivement, je pense qu'il y a des discussions à mener avec vos distributeurs, que ce soit des pharmacies ou que ce soit des magasins bio, sur dites à la rigueur, mettez un panneau ici pollen frais, renseignez-vous. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous, Kelly ? Oui, tout à fait. Et l'idéal, ce serait vraiment de pouvoir le conditionner et le stocker en tout cas dans des, je sais même pas si ça existe, mais en tout cas un congélateur avec une vitre un peu transparente, des petits congélateurs, et de façon à ce que la personne puisse vraiment voir le produit, pouvoir rentrer en contact avec le produit, et que ce soit assez explicite, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une sorte de marketing un peu de présenter ça comme un super aliment, donc un produit un peu luxueux, dans le sens où vraiment le remettre à sa place de super aliment ultra riche et ultra bénéfique pour la santé, donc pas à côté d'une pizza aux légumes, quoi. Voilà. Oui, tout à fait, Kelly. C'est pour ça. Du coup, là, on essaye de plus en plus d'avoir des petits congélateurs. Donc, c'est des congélateurs porte pleine, parce que sinon c'est assez difficile d'avoir des congélateurs vitrés, de qualité. Enfin, on a fait les essais, c'était catastrophique. Donc là, en fait, on a mis des stickers, sur la porte pour signaler. On essaye vraiment maintenant de créer justement avec les pharmacies, les magasins bio, des corners un petit peu dédiés justement au pollen ou même aux produits de la ruche, pour aller plus loin. Merci beaucoup, et donc on est ravis de l'apprendre. On marque une toute petite respiration musicale et on revient tout de suite.
NutriCast, on parle pollen aujourd'hui avec Fabienne Veloso du laboratoire Pollenergie et avec Kelly Bitan, docteur en pharmacie. Alors on va parler des vertus maintenant du pollen. Vous, Kelly, en officine, dans quel cadre vous le conseillez le pollen et pourquoi ? Écoutez, moi pour commencer, le pollen, j'avais tendance vraiment à le conseiller en cure, donc 2 à 3 fois dans l'année, pour toute la richesse qu'il contient. Donc comme l'a dit Fabienne, elle l'a bien expliqué en première partie, sa richesse en oligo-éléments, sa richesse en vitamines, sa richesse en protéines qui sont très assimilables surtout. Ce sont des protéines végétales bien assimilables par l'organisme. Sa richesse en probiotiques. Donc ça en fait vraiment un super aliment à part entière qui va nous aider à dynamiser l'organisme. Et en fonction du pollen, c'est-à-dire qu'il y a des pollens d'aubépine, du pollen de cyste, du pollen de monofloral ou multifloral, on va avoir une activité différente. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et je trouve qu'on devrait vraiment plus développer le conseil en officine là-dessus parce qu'il y a vraiment plusieurs conseils différents à avoir et il y en a pour tout le monde, que ce soit uniquement pour dynamiser l'organisme en cas de coup de fatigue, que ce soit pour la prostate, que ce soit pour les allergies, puisque comme on l'a dit, le pollen, en fait, il aurait une action anti-allergique. En tout cas, le pollen alimentaire aurait une action anti-allergique. Donc, pour soutenir les processus anti-allergiques, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a beaucoup d'activités et beaucoup d'indications au pollen. D'accord. Et est-ce que vous avez noté, vous, qu'il y a un intérêt un petit peu croissant pour le pollen ou alors ça reste stable à travers les années ? Pour l'instant, là, ça reste un peu un produit de niche. C'est-à-dire qu'il y a des demandes spontanées, mais elles sont assez légères par rapport aux demandes d'autres produits de la ruche, comme la propolis ou la gelée royale. Ça, par contre, on a énormément de demandes sur ces produits. Et en fait, il faut faire connaître le pollen un peu plus et le conseiller un peu plus afin de vraiment que le grand public soit au courant de toutes ses vertus. D'accord, d'autant qu'un produit de ruche qui reste en niche, c'est pas bon. C'est pas bon. J'étais obligé de la faire. Voilà. Excusez-moi, j'étais obligé de la faire. C'est pour ma candidature pour les grosses têtes plus tard. Je suis obligé de faire ce genre de choses. Fabienne, quel pollen et pour quelle vertu vous ? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs types de pollen du coup. Oui, je voulais remercier Kelly, c'est tout à fait juste. Hein. Tout ce qu'elle a décrit, comme richesse fictionnelle, comme large public aussi, hein, qui peut être intéressé par la consommation de pollen. Je reviens sur la notion de cure parce que il y a beaucoup de gens aussi qui consomment le pollen au quotidien. Et en quelques mots, je vais vous dire pourquoi, notamment un fameux pollen, hein, qui est le pollen de cyste et qui est le plus riche en lactoferments. Les lactoferments sont vraiment donnés par les abeilles, hein, ils sont élevés au cœur de la ruche sur le nectar et ils vont vraiment avoir une action probiotique en fait, hein, sur le microbiote intestinal. Et en plus, ce pollen de cyste contient aussi de la vitamine E, des caroténoïdes, et donc il va faire aussi un travail précis sur la qualité de la muqueuse intestinale et lutter contre la porosité. C'est pour ça qu'il est particulièrement intéressant pour les personnes allergiques. Voilà. Ah, il est génial, il est plutôt complet, ouais. Exactement, voilà. Et ça permet aussi, pendant ces périodes, où on est plus sensible au pollen transporté par le vent, de consommer du pollen alimentaire permet de désensibiliser. Et donc, vous voyez, ce pollen de cyste, il y a beaucoup de personnes qui, soit lors de dysbiose intestinale, mais même de choses plus importantes, hein, comme les maladies inflammatoires chroniques des intestins, vont consommer ce pollen de cyste tous les jours de l'année. Voilà, vraiment comme un aliment, un super aliment qui vient diminuer les états inflammatoires. Certes, ça ne guérit pas, mais ça apporte beaucoup de réconfort au quotidien. Voilà, et ça permet aux gens de mieux vivre en fait ce type de maladie. Il y a également, vous en parliez tout à l'heure, le pollen de saule qui est très conseillé pour tous les problèmes liés à l'adénome de la prostate. Et là, c'est pareil. On va vraiment recommander aux personnes pour qui vraiment les effets sont bénéfiques de consommer ce pollen au quotidien ou alors pendant une large période de l'année. Voilà. Bien sûr, l'été, on peut arrêter. Le pollen n'est pas très nomade, donc on peut tout à fait arrêter. Mais sinon, c'est effectivement des cures qui sont indiquées. Des cures en général de 6 semaines. Ça représente chez nous 2 barquettes de 250 grammes de pollen où les gens prennent une cuillerée à soupe chaque jour. Voilà. Ce qui est important de noter, c'est que il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut prendre le pollen à jeun. C'est vraiment pas ce que nous recommandons et pour bien l'assimiler et au contraire vraiment le potentialiser, on recommande de le prendre au cours du petit déjeuner, de préférence avec des fruits, que ce soit des fruits frais ou en compote ou même après dans un smoothie, un jus. Voilà, il y a plein de possibilités, mais le pollen à jeun,
va être moins profitable et peut provoquer des petits désagréments de type ballonnement. D'accord, merci beaucoup Fabienne. Alors, je voudrais revenir sur l'un des éléments que vous avez mentionné, en l'occurrence la richesse en lactoferments du pollen, et je repasse la balle à Kelly. Du coup, est-ce que vous connaissiez, vous Kelly, ces spécificités du pollen et sa richesse en lactoferments? Je ne connaissais pas le pollen pour ses lactoferments, vu que moi j'avais surtout connaissance du pollen sec. Et à ce que j'ai compris, les lactoferments sont détruits en fait par le séchage du pollen, donc il est surtout présent dans le pollen congelé. Donc du coup, j'avais pas forcément connaissance des lactoferments présents dans le pollen, mais de ce que j'ai pu comprendre, au niveau des lactoferments, ce serait plutôt des lactobacilles, des bifidobactéries, c'est ça, Fabienne? Oui, alors il y a les deux. Il y a les deux souches et dans le pollen de cyste notamment, il y a un lactobacille qui ressort, vraiment un lactobacille qui est vraiment spécifique de l'abeille, le Lactobacillus kunkei, qui est majoritaire et qui serait à l'origine en fait de ces effets probiotiques du pollen. Voilà. D'accord. Et c'est ça qu'on cherche vraiment aussi à préserver à travers ce procédé. Alors, légalement, on n'a pas le droit de dire que le pollen est un probiotique, puisqu'il contient beaucoup moins de ferments que par gramme que des probiotiques de synthèse. Donc on ne l'a pas dit. D'ailleurs, chers auditeurs, nous ne l'avons pas dit. Le pollen n'est pas un probiotique. Voilà. Répétez cette phrase, s'il vous plaît, Fabienne. Ce n'est pas un probiotique, mais il en contient en tout cas, en quantité suffisante. Et ces effets peuvent être nettement supérieurs à de nombreux probiotiques de synthèse. Voilà. C'est vraiment des lactoferments endobiotes protecteurs, voilà, qui vont permettre d'harmoniser une flore intestinale. Et d'ailleurs, le pollen de cyste, on le recommande beaucoup pour la vitalité, les défenses naturelles, parce que ça va permettre vraiment une relance profonde de l'organisme. Et les gens témoignent souvent d'avoir envie à nouveau de faire des choses quand ils consomment du pollen. Vous voyez, c'est vraiment un aliment constructeur de santé qui va procurer de nombreux bienfaits. Et c'est aussi très intéressant pour l'équilibre nerveux. Voilà, alors, les pollens sont très riches en vitamines du groupe B également, c'est important à souligner. D'accord, quand vous dites que les gens ils ont envie à nouveau de faire des choses, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, voilà, par exemple, quand on a des projets, mais bon, on laisse un peu tomber, on est un petit peu défaitiste ou voilà, on n'a pas l'énergie. Et ben, les cures de pollen nous font gagner, en fait, nous redonnent cette énergie, cet élan vital, voilà, qui nous donne envie de prendre la vie à pleine main, quoi, voilà, de foncer, quoi, d'y aller. Et ça, c'est vraiment notoire, en fait, et ça peut être très rapide. Voilà, donc c'est énorme en fait. Les effets du pollen, il faut tester pour comprendre en fait cette notion, quoi. C'est vraiment très puissant. On a envie d'y croire. En tous les cas, on a l'impression que vous en prenez parce que vous avez l'air d'avoir la pêche. Kelly, est-ce que vous les gens, on est obligé chez Polynergie. Est-ce que les gens qui viennent vous voir, vous, Kelly, en pharmacie, est-ce qu'ils vous font des retours des fois sur le pollen en disant oui, depuis que j'en prends, c'est super, ou est-ce que vous n'avez aucun retour? Si, j'ai des très bons retours dessus. En général, c'est des personnes qui ont été déjà, qui se sont documentées dessus et qui font des cures. Voilà, c'est surtout, j'ai aucune personne en tête qui en prend au long cours, c'est-à-dire tout au long de l'année, mais ce sont surtout des cures, notamment au changement de saison, c'est-à-dire à l'arrivée du printemps et en novembre, voilà, lorsqu'on est plus sujet à la dépression saisonnière. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous disiez, Fabienne, sur le pollen et la régulation de l'humeur. J'avais entendu parler du pollen de châtaignier qui était très puissant dans la régulation de l'humeur due à sa concentration en tryptophane. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez et si voilà, c'est celui-ci particulier qu'il faut consommer si on a un peu une baisse de morale ou particulièrement à consommer en novembre lors de la dépression saisonnière ou si c'est un autre, je ne sais pas trop si c'est celui-ci ou... C'est ça, voilà, c'est un pollen, oui, c'est bien celui-ci qui arrive en première, en tête de liste, voilà, justement, pour le réconfort moral, voilà, c'est un pollen qui contient vitamine B6, tryptophane, voilà, 2 précurseurs de la sérotonine. C'est même un pollen qu'on dit légèrement euphorisant. Donc voilà, en cas de baisse de morale, vraiment, c'est un pollen à adopter de toute urgence. Après, il y a aussi le pollen de pavot qui est très intéressant et le pollen d'aubépine aussi, qui peuvent venir seconder en fait ce réconfort moral. Voilà. Et c'est vrai que le pollen de châtaignier, en plus, est très, très enveloppant aussi en termes de goût. En fait, c'est vraiment toute une dimension, le pollen. Ce ne sont pas des gélules et ça vient vraiment en réconfort.
D'accord, alors comment ça se D'accord. présente, vous disiez le pollen, donc ce ne sont pas des gélules. Quelle galénique vous proposez? Alors voilà, nous en fait on ne fait que protéger le trésor en fait des abeilles. Hein. C'est notre mission au niveau du pollen, c'est-à-dire que le pollen est livré en vrac et nous ensuite on va quelquefois le ventiler pour le débarrasser de petites impuretés, hein, voilà, qui peuvent être récoltées en même temps que le pollen, et ensuite va le conditionner dans des barquettes plastiques. On est obligé en fait, hein, par rapport à notre mode de préservation, de passer par ce conditionnement. Ensuite, le vide est fait à l'intérieur de la barquette. On va juste réinjecter de l'azote, filmer hermétiquement. Voilà, il y a un petit fourreau cartonné pour protéger ce pollen, voilà, pendant le transport, et c'est tout. Vous voyez, c'est vraiment, on n'intervient pas du tout en termes de galénique ou autre. Il n'y a aucune transformation. Les pelotes sont telles quelles les abeilles les ont confectionnées. Bon, vous m'enverrez 10 paquets, hein, s'il vous plaît. Vous m'enverrez tout ça. Et à Kelly la moitié aussi. Enfin, là, autant. On fait moite-moite. On fait moite-moite, exactement. Alors, Fabienne, merci vraiment beaucoup pour ces précisions. Mission très intéressante, hein, aujourd'hui encore, et cette fois sur le pollen, finalement assez méconnu. En tout cas, dans cette galénique-là, la distinction entre les formes sèches et l'avantage d'une forme fraîche. Alors, j'ai peut-être des questions qui sont un peu bêtes, mais est-ce qu'une abeille a un type de pollen préféré, ou est-ce qu'elle récolte le même tout type de pollen, sans distinction? Non, c'est vrai qu'il y a des fleurs qui sont particulièrement abondantes en termes de pollen et qu'elle va particulièrement affectionner. Hein. C'est comme j'en reviens au pollen de cyste, mais même faut les voir, hein, sur les fleurs de châtaignier ou autres, c'est un spectacle assez magique. En fait, elle va faire au fil des floraisons, l'abeille, voilà, parce qu'elle en a besoin jusqu'à la fin de l'été, hein, toujours pour nourrir son couvain. Donc, elle va vraiment se régaler de ce qu'il y a, à proximité dans son écosystème. L'important, là encore, c'est la variété en termes d'apport nutritionnel. Et on constate, en fait, que plus l'abeille a affaire à des pollens différents, voilà, au fil des saisons, voilà, plutôt que des monocultures ou autres qui vont finalement affaiblir son immunité. Là aussi, c'est la diversité des apports qui vont permettre aux abeilles d'être en bonne santé. Voilà. Autre question, Fabienne, vous avez mentionné tout à l'heure le fait que les pollens sont riches en antioxydants. Est-ce que les antioxydants récoltés sont différents d'une fleur à l'autre? Alors, on va retrouver quelques variations. Hein. Mais généralement, la capacité antioxydante des pollens, alors là, on a 3 grands champions. On a le pollen de saule, le pollen de châtaignier, le pollen d'acacia du Japon qu'on va retrouver dans notre recette de Fortipollen. En fait, après, on va retrouver des polyphénols, des vitamines, des minéraux, hein, qui vont constituer cette armée d'antioxydants, hein, qui sont là pour protéger le grain de pollen de l'oxydation, du rayonnement UV quand il est sur le corps de l'insecte, et finalement, qui dans notre organisme vont permettre en fait de nous protéger, du stress oxydatif. Et voyez, on a une merveilleuse synergie en fait de composés polyphénoliques et de caroténoïdes aussi, qui font que plusieurs pollens unifloraux, comme le pollen frais de saule, voilà, qui sont intéressants pour les affections dégénératives de l'œil et dans les inflammations de la prostate. Vous voyez, on a aussi le sol fruitier qui, lui, va apporter plus de lutéine et de zéaxanthine, donc qui va permettre de venir nourrir la rétine et le cristallin et de protéger contre les effets de la DMLA, ou de moins de freiner cette progression. C'est vraiment en termes, vous voyez, c'est vraiment un aliment surpuissant. Merci beaucoup Fabienne, intéressant. Kelly, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? C'est que, comme en rebondissant sur toutes les informations hyper intéressantes que nous donne Fabienne, c'est que vraiment le pollen a beaucoup d'indications. On peut l'utiliser pour beaucoup de il y a la DMLA, il y a la prostate en cas pour stimuler les défenses immunitaires, pour l'allergie. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent être concernées et qui peuvent être intéressées par des cures de pollen. C'est un super aliment et bien sûr si ton aliment doit être ton médicament, le pollen c'est un peu le chef de file de tout ça. Donc vraiment, c'est merci de m'avoir fait découvrir le pollen congelé et cette technique pour garantir au mieux les nutriments et tous les oligo-éléments contenus dans le pollen. Pollen congelé mais frais, hein, parce que si vous congelez du sec, bon. mais c'est intéressant. Et vous avez dit votre phrase, c'est que ton aliment soit ton médicament? Tout à fait.
Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Bravo, on reconnaît le docteur en pharmacie La pharmacienne. qui cite Hippocrate sur NutriCast. Merci beaucoup Kelly. Alors question quand même qu'on doit vous poser, le pollen frais, bio ou pas bio? Voilà, c'est toute la question parce que nous, quand on a démarré l'aventure pollénergienne, on a travaillé avec beaucoup d'apiculteurs qui ne sont pas forcément des apiculteurs qui travaillent en bio, mais pour autant qui font vraiment un travail d'apiculture durable. Et donc, on a travaillé avec leurs matières premières et on a développé nous-mêmes notre propre label, en fait, qui est contrôlé par Certipac également, le label Fleurs Sauvages, qui va garantir des pollens sans pesticides, garanti à 75% issus de fleurs sauvages. Après, c'est pas qu'on a été contraint, mais quelque part, c'est surtout l'exigence, en fait, des magasins d'avoir des produits bio, en fait, qui nous a poussés vers le bio. Après, il y a plein d'autres, des pollens qui ne sont pas forcément bio, qui sont de qualité. Et chez Pollenergie, c'est vrai qu'on a vraiment une politique qualité très exigeante. Et si vous voulez, on se contente même jamais de la labellisation bio des producteurs ou parce que c'est issu de fleurs sauvages. Il y a toujours des contrôles en interne qui sont faits justement pour garantir des produits d'une innocuité totale aux consommateurs. D'accord. Est-ce que vos apiculteurs sont français ? Non. Alors, nos apiculteurs, au départ, il y en avait français. Mais après, en fait, vu nos exigences en termes d'origine florale, notre sourcing, en fait, s'est étendu à l'Europe. Et on travaille beaucoup avec l'Espagne et la Roumanie. En Roumanie, on a notre propre filiale, en fait, d'approvisionnement. Alors, expliquez-nous pourquoi. Concrètement, pourquoi aujourd'hui vous avez été obligé quelque part d'étendre votre sourcing à la Roumanie et à l'Espagne. Quels sont les avantages en termes de produits ? Notamment en termes de produits. En fait, c'est des produits. Il y a pas mal de bio en fait. Là-bas, dans la zone de Transylvanie et des Carpates, en fait, c'est une agriculture essentiellement vivrière. Et c'est surtout par rapport à la végétation aussi présente. Donc, il y a beaucoup de saules. On a également de l'aubépine là-bas. Et donc, ça nous permet d'obtenir en fait des pollens de grande qualité. Voilà. Et il y a beaucoup de petits apiculteurs. Ça fait partie pratiquement d'unités familiales. Et donc, on a une équipe de 2 personnes qui est chargée de sourcer en fait auprès de ces apiculteurs et donc de récupérer ces pollens. En Espagne, ça va être le pollen de Ciste, dans la région d'Extrémadour. On avait aussi en Galice aussi du pollen de châtaignier, voyez. Donc c'est nos différentes zones comme ça privilégiées pour des pollens de qualité. D'accord, c'est bien de le préciser parce que c'est vrai que dès qu'on se dit tiens c'est pas made in France, pourquoi ils vont en Roumanie, pourquoi ils vont en Espagne sans aucune discrimination pour ces pays, mais on a tendance à penser nous les Français c'est un peu cocorico, c'est normal et puis on est plus rassurés. En tout cas là il y a une justification parce que selon la localisation il y a tel type de pollen ou d'autres qui va être vraiment pour vous beaucoup plus qualitatif. Donc ça c'est intéressant, merci de nous avoir fait cette précision. Kelly, est-ce que je vous ai coupé le micro, mais est-ce que vous vouliez intervenir là-dessus ? En fait, moi, j'aurais juste voulu intervenir sur le bio. C'est-à-dire que moi, lorsque j'ai des demandes de pollen ou de produits de la ruche, les gens tiennent beaucoup à ce qu'il y ait la labellisation bio parce que ça les rassure. C'est quelque chose, on en entend beaucoup parler et ils sont extrêmement rassurés par le fait que ce soit bio. Donc là, vous venez de dire qu'en fait, le fait qu'il y ait une labellisation bio ou pas, c'était pas forcément, ça reflétait pas forcément la qualité du pollen, notamment au niveau des pesticides, c'est ça ? Quand même, quand c'est dit bio, par rapport notamment aux exigences des normes européennes. On a quand même des produits de qualité. Ce qu'il y a, c'est que c'est dommage que ça exclut, plein de producteurs qui travaillent bien, dans des zones extrêmement protégées, mais qui ne sont pas forcément en mode de production biologique. Et c'est pour ça qu'on a développé, nous ce label Fleurs Sauvages, qui va permettre en fait de valoriser aussi ce type d'apport et ce type de pollen. Ça ne veut pas dire que le bio ne garantit pas une qualité, bien au contraire. D'accord. Le label bio garantit une exigence, mais ne pas l'avoir ne signifie pas pour autant que les producteurs n'ont pas cette même exigence.
Exactement. Voilà. Et puis il y a certaines règles simples à respecter sans pour autant être vraiment dans la charte bio. Mais voyez, placer par exemple les ruches à 3 kilomètres de sources possibles de pollution ou loin de cultures intensives, de routes très passagères. Voyez, ça va permettre vraiment aussi de protéger en fait les butineuses d'un risque de contamination. Vous voyez, il y a toutes ces petites choses qui vont permettre aussi de produire des pollens de qualité. D'accord. Donc on peut vraiment rassurer les gens, on peut vraiment rassurer les consommateurs, les clients, les patients qui consomment du pollen là-dessus, quoi. C'est pas parce que il n'y a pas la labellisation bio que dans l'absolu c'est pas un bon pollen. Oui, et puis vous voyez, toutes nos origines en fait sont des origines sauvages. Voilà, ce qui va garantir aussi une absence de traitement. Bien, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, Kelly, mais pour ma part, je trouvais ça très intéressant et juste. C'est super intéressant. Ouais, donc du coup, c'est le label Fleurs Sauvages, pardon. Oui. Fabienne, ça c'est votre label ? C'est notre label. En fait, on a développé des critères justement qui puissent rassurer les consommateurs, voilà, leur garantir des pollens de qualité. Et c'est un label qui est quand même contrôlé par Certipac, en fait, qui tous les ans, en fait, vient aussi vérifier la bonne application de ce label et les exigences. Voilà, contrôler la qualité des pollens. Voilà. Merci beaucoup Fabienne Veloso du laboratoire Pollenergie, donc aujourd'hui avec nous sur NutriCast pour nous parler du pollen. C'était vraiment très intéressant, fascinant même à plus d'un titre. Merci beaucoup. Merci également à vous Kelly Bitan, docteur en pharmacie. Merci pour votre supplément en information, votre retour terrain. C'était aussi très enrichissant. Retrouvez cette émission donc sur nutricast.fr. N'hésitez surtout pas à la partager. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.